Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'avoir été invité ici aujourd'hui pour vous présenter les architectures Decision Record. Alors, si je vous pose la question, quelle est la meilleure solution pour, disons, peut-être trier une liste? Qu'est-ce que vous me répondriez? Alors, un indice chez vous. La dernière partie de la question est peu intéressante. Quelle est la meilleure solution pour faire ce que vous voulez? Merci. Et ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte à un instant donné. Alors, quel rapport avec les ADR? Tout simplement, les architectures Decision Record, c'est un type de documentation qui permet de capturer l'ensemble des décisions qui ont mené le logiciel à son état actuel, tout en gardant la trace du contexte à l'instant de chacune des décisions. Alors, je m'appelle Sylvain Aura, je suis développeur depuis une vingtaine d'années. En tant que consultant, j'ai eu l'occasion de travailler dans des sociétés de diverses tailles, dans différents secteurs d'activité. Et j'utilise les ADR depuis 5 ans, depuis que j'ai découvert leur existence. Et si je suis ici pour vous les présenter aujourd'hui, c'est que je pense que les ADR, ça peut être un outil puissant à posséder dans sa trousse à outils de développeur, car ils vont permettre à la fois de rendre compte, de se protéger et de piloter les évolutions de votre logiciel. Alors juste avant, j'aimerais peut-être dissiper un malentendu potentiel. Dans Architecture Decision Record, il y a le terme architecture, qui pourrait peut-être laisser penser que c'est un document à l'usage exclusif des architectes. Alors pas du tout, l'architecture c'est vaste et en tant que développeur, on a régulièrement l'occasion de faire des choix stratégiques, enfin des choix importants pour son logiciel, que ce soit le choix d'une librairie, le choix de conventions de codage, le choix également du langage qui peut être plus adapté à ce que vous allez faire, ou encore le choix des délimitations d'un agrégat pour nos amis qui font du domaine driven design. Alors, si ça ne vous a pas parlé de ce que je vous ai dit, ce n'est pas grave, parce qu'on peut considérer les ADR aussi, tout simplement comme des Important Decision Records. Donc, en charge à vous et à votre équipe de définir qu'est-ce qui est important pour vous et votre projet à loguer dans ces documents. D'ailleurs, Michael Nygard, qui a proposé les ADR pour la première fois en 2011 sur son blog, a rédigé son article sous la forme d'un ADR. Alors, avant de rentrer dans le détail de comment est constitué un ADR, j'aimerais vous proposer une mise en situation qui permet de comprendre en quoi les ADR vont être à la fois un outil défensif et offensif. Alors imaginez, vous êtes une équipe de développement, vous travaillez d'arrache-pied depuis un certain temps déjà sur votre super projet, et puis vous devez faire une présentation à un groupe de personnes, que ce soit un groupe de personnes susceptibles d'investir dans votre projet, ou une équipe de développement susceptible d'interagir avec votre système. Donc là, tout se passe bien, jusqu'au moment où on vous pose la question fatidique, mais ça là, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Alors des fois avec un petit ton un petit peu limite. Et là, petit problème, c'est que des décisions, vous en avez pris des centaines. Et là, bien que la question soit justifiée, parce qu'effectivement, la solution paraît peut-être un petit peu originale, vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse parce que vous avez oublié, ça peut arriver, mais c'est dommage de ne pas l'avoir noté. Et ça peut être aussi parce que tout simplement, l'équipe, la personne ou l'équipe qui a pris cette décision-là, il y a eu un turnover et vous ne pouvez pas avoir de réponse. Autre possibilité, vous commencez à rentrer dans vos explications et vous vous rendez compte en fait que, au fur et à mesure que vous embourbez dans vos explications, que la solution n'est plus du tout adaptée au contexte actuel. Donc en quoi les ADR auraient-ils pu vous aider? Alors d'un point de vue défensif, tout simplement de retrouver le contexte associé à la décision et ainsi de permettre de justifier de cette décision. D'un point de vue offensif, dans ce cas, c'est dans le cas où le contexte aurait changé, que la solution ne serait plus adaptée. Le fait d'avoir cette base de connaissances, cette base d'ADR, de contexte et de décision, ça vous aurait permis potentiellement de faire évoluer votre logiciel et ne pas vous retrouver à cette réunion avec ce problème-là. Ou tout du moins de planifier des changements dans votre logiciel. Alors j'espère que j'ai déjà suscité un petit peu pour vous l'intérêt pour ces ADR. Vous êtes quand même nombreux. Alors, on parle de documentation. En général, on est d'accord, documentation et développeurs, ça fait au moins 2. Alors pourquoi? Peut-être que pour certains documents, en fait, on va devoir de façon incessante se synchroniser, enfin synchroniser le code et la documentation. Mais là, avec les ADR, en fait, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème, pourquoi? Parce que les ADR se concentrent sur les décisions importantes.
qui sont moins nombreuses et moins changeantes que l'ensemble de la codebase. Et puis également, quand on fait quelque chose, en général, on aime que c'est du sens. Et donc, du coup, quand on fait une doc qui ne va jamais servir, parce que le logiciel va changer, et puis voilà, c'est un peu frustrant. Alors que là, les ADR, en fait, vous allez garder l'historique de par leur nature. Et donc, du coup, s'il y a un nouvel ADR qui remplace un ancien, ben, on conserve l'ancien, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, des types de documentation, il y en a pas mal. Qu'elle soit de nature technique, non fonctionnelle, que cette documentation soit générée de façon super pertinente à partir du code, un peu d'huile de coude et des techniques comme BDD, Domain Driven Design ou comme le Clean Code, eh bien en fait, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles se focalisent plutôt sur le comment, le quoi, alors que les ADR, eux, se focalisent sur le pourquoi. Ce qui donne ce statut si particulier aux ADR, ce statut de chaînon manquant de cette documentation logicielle. Alors si j'ai employé des thèmes barbares, BDD, DDD, agrégats, etc., ne vous inquiétez pas, sur mon dernier slide, je mets un joli QR code et vous pourrez flasher pour aller vers la page avec ces slides et des références à ce talk. Alors, on y vient. Le format d'un ADR, il est constitué de ces éléments-là, ces sections-là, un identifiant séquentiel unique, la date de la décision, un titre, un statut qui va pouvoir, je suis en retard, avoir 3 valeurs comme proposé. Donc là, on a un mode draft, donc l'ADR va pouvoir évoluer. Mode accepté, donc là, on accepte la décision, on fige, on prend acte. Et enfin, un statut remplacé. Donc là, un ADR, comme je l'ai dit tout à l'heure, va remplacer celui-ci de façon partielle ou totale. Et on va changer le statut et ajouter l'identifiant de l'ADR qui le remplace. La partie la plus importante, le contexte. Donc là, tout ce qui est bon pour justifier la décision doit rentrer dans cette partie-là, que ce soit des informations de nature technique, sociale, politique, tout ce qui peut permettre de comprendre la décision en elle-même. Et enfin, les conséquences. Donc là, c'est tout ce que vous allez devoir mettre en œuvre pour réaliser la solution et tous les impacts qu'il peut y avoir, qu'ils soient négatifs comme positifs. Alors ça, c'était le format originel proposé par Michael Nygard. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de formats différents, plein de variations. Alors, je vous invite à démarrer Simple, d'accord, et après d'adapter en fonction de votre besoin et également de votre sensibilité. Là, je vous présente ce qu'on utilise nous dans l'équipe. Après, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, mais nous, on aime bien rajouter ces 2 sections, une partie justification qui permet de pointer en fait une problématique et de montrer qu'avec cette décision et dans le contexte, en fait, ce n'est pas un problème. Et une partie alternative qui permet donc de lister les alternatives, parce que j'imagine que si vous avez pris une décision, vous avez envisagé d'autres possibilités, enfin, j'espère en tout cas. Et bien là, d'un point de vue défensif, si on vous dit à un moment donné, pourquoi vous n'avez pas fait ça, tout simplement, vous avez la réponse ici déjà listée. D'un point de vue offensif, si le contexte change et que vous revenez 1 an et demi après sur votre ADR, vous êtes bien content d'avoir une liste déjà préétablie d'alternatives auxquelles vous aviez réfléchi quand vous aviez la tête dans le contexte. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, mais ça peut aider quand même. Alors pour le stockage, un stockage, on est développeur, Git avec du Markdown par exemple, ça fait très bien l'affaire. Après, vous pouvez envisager tout ce que vous voulez à partir du moment où ça va être simple et convivial pour vous pour l'utiliser. L'important, c'est d'enregistrer ces contextes, ces informations-là. Comme dirait un certain Microsoft, sans data, pas d'IA. L'IA pourrait être très utile ici. Il y a eu plein de speakers qui en ont parlé aujourd'hui, ou cette semaine-là. L'IA peut être utile d'un point de vue offensif pour manger vos logs, vos records, et vous proposer des solutions offensives. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais commencez simple, s'il vous plaît. Alors, j'ai pris un cas super concret pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Alors, un peu édulcoré quand même. Imaginez une super plateforme de chatbot. Alors, toute ressemblance avec un projet sur lequel je suis en train de travailler est totalement fortuite. Une super plateforme de chatbot multicanal avec de l'IA. Et donc ce chatbot, il est constitué de centaines de microbots qui sont en fait des fonctionnalités métiers développées par le métier. Et les messages utilisateurs, ils passent dans cette plateforme
ils vont être mangés par différents services et puis orientés vers la bonne fonctionnalité métier. Tout se passe bien, on gère même les pièces jointes. Le problème avec les pièces jointes, c'est que les pièces jointes, elles vont passer à travers tous ces services et seulement c'est trop loin pour seulement les microbots vont les consommer. Donc c'est un petit peu dommage quand même de passer une pièce qui peut faire peut-être 5 mégas à travers tout ça. Alors ce que je vous propose, c'est de voir à quoi peut ressembler un ADR qui va traiter du délestage des services conversationnels par stockage temporaire des pièces jointes. Alors déjà, on a eu le titre, le statut, l'identifiant, la date, on n'a pas encore accepté. Donc. Au niveau du contexte, là, tout simplement, je reprends ce que je viens de vous expliquer. Là, encore une fois. Alors là, je vais vous parler un petit peu d'infrastructure, de budget et puis de relations sociales. Dans notre offre Kubernetes qu'on a payée à l'équipe infra, on n'a pas de solution de stockage. Donc là, si on doit stocker sur disque, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous prendre aussi potentiellement du temps dans cette structure, des semaines, si ce n'est pas plus. Donc c'est important. Qu'est-ce qui peut être important aussi? C'est la charge. Donc là, c'est ce que j'indique ici. Et puis, je ne rentre pas dans le détail du pourquoi, mais on a besoin d'une solution rapide et facile à mettre en place et facilement évolutive, etc. Alors la décision, on a décidé de développer un service gRPC de délestage des pièces jointes avec un stockage in-memory. Alors voilà à quoi ça peut ressembler rapidement. Alors cette fameuse partie justification, vous aimez pas. Ici, donc, mais quid de ces pièces jointes? On peut les perdre avec ton stockage in-memory. Effectivement, on peut les perdre, mais en fait, les pièces jointes, elles vont être stockées pendant 1 seconde. Donc du coup, par rapport à mon contexte, il n'y a pas vraiment de problème. En plus, il faudrait que le service tombe pile poil à ce moment-là, etc. On peut rajouter de la redondance si nécessaire. Donc voilà, en gros, toutes les justifications pour cette problématique-là. Et comme vous voyez, je me base sur mon contexte. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir un double check, puisque en vous justifiant ici, vous pouvez voir que vous avez oublié quelque chose dans le contexte. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour ça qu'on aime bien. Niveau de la taille mémoire aussi, pareil, même justification. Budget délai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un service gRPC avec stockage in-memory, pour nous, c'est rapide à mettre en place dans Kubernetes. Pas besoin de stockage disque. Super. Performance. Au niveau des alternatives, la première des alternatives qui peut être intéressante, c'est de dire on ne fait rien. Donc si on ne fait rien, on conserve le transfert interservice. Quelle est la problématique et pourquoi on ne l'a pas gardé? Donc là, c'est un peu édulcoré quand même, les réponses ici. Et puis, on peut envisager d'autres solutions de stockage, stockage disque, base de données, donc je vous en ai parlé, et pourquoi on n'a pas retenu cette solution-là. OK. Et enfin, les conséquences. Nous allons pouvoir commencer immédiatement, ça c'était important, de développer du service et intégrer au sein de la plateforme en reroutant les pièces jointes. Pareil dans les conséquences, là c'était sur le développement, mais aussi d'un point de vue humain, ça peut être intéressant de dire que notre équipe était plutôt habituée à faire du REST et que là il y aura peut-être une petite adaptation, rien de mortel, pour faire du gRPC. Et puis les impacts potentiellement négatifs, c'est peut-être la perte potentielle des pièces jointes. Alors voilà au final à quoi ressemble notre ADR. Là, donc, c'est au format Markdown. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est aussi simple que ça. Et donc là, on peut le stocker dans Git. Nous, par exemple, on a un site vitrine, on va dire, qui est lié à notre application. Et du coup, nous, c'est dans un blog qu'on maintient et que les petits développeurs qui arrivent sur le projet peuvent s'amuser à bosser dessus. Et l'idée, c'est qu'à terme, effectivement, on puisse, on est un peu dans l'IA, faire manger ces documents à de l'IA pour pouvoir interroger, tiens, par exemple, ma charge a augmenté, quels sont les impacts? Donc ça, c'est plutôt cool. Alors dans cet exemple, il s'agissait carrément de mettre en place un nouveau service. Donc il y avait plein de décisions, il y en avait au moins 3, la décision de mettre en place le service, la décision de faire du gRPC, la décision d'être sur du in-memory. Alors vous pourriez me dire, mais c'est complètement nul ton truc, il faudrait 12 ADR, un pour chaque. Soit, si c'est votre choix, allez-y. Après, des fois, trop de qualité tue la qualité. Encore une fois, là, on a les informations nécessaires et pour nous, et pour l'IA, pour traiter les messages et nous aider.
Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à tous vous convaincre avec cet exemple un peu simplifié. En tout cas, ce que j'espère, c'est que je vous aurai convaincu au moins d'essayer les ADR sur vos projets. Encore une fois, je pense que les ADR, ça peut être un outil assez puissant, que vous soyez développeur, architecte, ou peu importe en fait. Merci à vous. Et comme promis,